réveille en fanfare parce que vous l'avez vu, le mois de janvier, même jusqu'à aujourd'hui, les marchés ont littéralement explosé. Il y a eu un retour à meilleure fortune, en tout cas les marchés européens, puisque le Stoxx 50 a connu sa plus forte performance sur un mois de janvier depuis 25 ans. On a dépassé les 8% de performance en l'espace simplement d'un mois. Ce qui nous pose à nous tous, à vous tous aussi, un gros problème maintenant. C'est comme chaque année où le marché démarre en fanfare, progresse trop, vous rencontrez vos clients parce que c'est le moment, on fait le bilan de la fin de l'année dernière, et vous allez les convaincre d'investir sur des choses beaucoup plus intéressantes à moyen long terme, les actions, et vont vous dire, bah oui, mais vous me parlez des marchés d'actions, si je prends les actions européennes, le consensus IBEX prévoit une perspective bénéficiaire en progression de 8% pour l'année prochaine. 7,7 pour les spécialistes. Je prends le dernier chiffre du consensus. Ben oui, mais le Stoxx 50, il a déjà fait plus 8% de performance à fin janvier. Et donc, on se retrouve à nouveau dans une situation délicate, un peu comme l'année dernière quand nous avions tenu aussi le 13e défi du patrimoine. Pas 13, je crois qu'on avait interdit le numéro 13. Mais en tout cas, l'année dernière, même problème, les marchés sont partis sur des chapeaux de roue. Et il faut qu'on parle de l'intérêt d'investir en actions alors qu'on a déjà réalisé ce qui correspondra à toute la progression bénéficiaire. Donc il va nous falloir des arguments, il va falloir savoir si éventuellement on passe négatif parce qu'on a trop rattrapé les performances, quel est l'environnement international, beaucoup de questions. Pour y répondre, nous avons fait appel à 4 maisons, 4 experts spécialisés qui vont nous confier leur avis sur les différents points. Je les laisse se présenter et présenter leur maison. Alors on va commencer, on doit vous la faire, prenons de l'altitude. Voilà, je commence tout à fait à gauche. Alors vous avez un micro, voilà, pour la communication dans la salle et on se passera le micro. Alors Bruno Jacquier, directeur de la stratégie d'investissement chez Altitude, donc effectivement Altitude Investment Solutions, qui est une société spécialisée dans l'élaboration et la gestion des produits structurés. Et moi, j'ai rejoint cette équipe il y a 7 ans donc comme responsable de la stratégie. Et auparavant, j'ai effectué 16 ans chez Edmond Rothschild comme économiste, stratégiste et président du comité d'investissement. Frédéric Leroux, donc chez Carmignac depuis 1995, avec une petite période de fuite avant de revenir. Responsable de l'équipe Cross Asset et donc réflexion générale sur l'ensemble des marchés, stratégie d'investissement, etc. Bonjour, Émile Gagnat, donc je suis chez Candriam et je suis directeur adjoint de la recherche économique chez Candriam, où je travaille depuis 20 ans maintenant. Et Adrien Dumas, directeur des investissements chez Mandarin Gestion, où j'opère depuis un peu plus de 7 ans maintenant et je suis principalement gérant action internationale depuis une petite vingtaine d'années. Merci bien. Allez, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. L'année dernière, la première question était est-ce qu'on est en train de rentrer en récession? Si vous vous rappelez, tout de même, il n'y a que 12 mois. Maintenant, cette année, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est où est-ce qu'on en est sur la croissance économique? Finalement, l'année dernière, la croissance économique mondiale a été une bonne surprise, puisqu'on devrait être à plus 3,2%. Et c'est un des facteurs indispensables pour que les marchés d'actions soient bons, c'est qu'il y ait de la croissance économique. S'il y a de la récession, on comprend qu'on va souffrir sur nos différents marchés. Alors je prends le chiffre simplement, le dernier chiffre officiel de l'OCDE, qui est pareil après le FMI, qui prévoit pour 2025, c'est-à-dire cette année, une croissance de plus 3,3%. Ça serait donc comme 2024, même un tout petit peu supérieur. Est-ce que c'est vraiment tenable? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Puisque la semaine dernière, même le gouvernement allemand a officiellement revu sa prévision de croissance après une année quasiment de récession, ne prévoit que plus 0,3 pour l'année prochaine dans le cœur européen de l'Allemagne. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à ce total de plus 3,3? Qu'est-ce que vous pensez de la croissance qui nous attend dans les prochains mois? Positif, négatif, ralentissement majeur? Messieurs, à vous la parole. Je commence. C'est effectivement une bonne question. Alors il y a deux moteurs qu'on peut regarder un peu différemment. D'abord la situation européenne qui, en théorie en tout cas, c'est les prévisions à l'heure actuelle, manifestent une amélioration du contexte pour 2025 par rapport à 2024. Donc c'est une zone géographique sur laquelle en fait on a plutôt des bonnes surprises sous l'angle de la croissance économique, même si effectivement l'Allemagne part d'une situation un peu compliquée, qu'on attend des élections d'ici 15 jours qui nous donneront peut-être un peu plus de visibilité sur la suite et la volonté de relance, mais l'Europe, en tout cas, doit proposer en 2025 une trajectoire un petit peu meilleure qu'en 2024.
Côté américain, vous l'avez dit, on attendait effectivement un fort ralentissement, un atterrissage, alors avec des scénarios qui ont été largement commentés ces 18 derniers 24 mois, et où pour l'instant, effectivement, on a un atterrissage plutôt en douceur avec des très bonnes surprises sous l'angle de la consommation, avec un effet richesse qui a été très très porteur, parce que les marchés financiers ont été très porteurs. Un effet d'abord du marché financier qui a créé beaucoup de richesses, notamment effectivement chez les ménages les plus aisés, et puis des actifs comme les cryptoactifs qui ont aussi contribué à la création de richesses et donc à la bonne tenue de la consommation. Il y a d'autres moteurs, on parle évidemment aussi des pays émergents, avec une Chine qui se stabilise autour de 4,5%, d'autres pays émergents qui continuent à bien se développer. Donc oui, dans l'ensemble, qu'on soit honnêtement à 3, 3,2, 3,3 pour 2025, ça reste effectivement un sentiment de croissance économique mondiale qui est plutôt positif et qui permet aux entreprises de dégager la croissance avec en plus un petit peu d'inflation, donc une croissance des BPR, on en reparlera j'imagine, qui reste bien soutenue. D'accord, donc plutôt positif. Oui, alors nous, je prendrais quand même quelques précautions sur les chiffres de croissance qui sont annoncés. En général, ils prennent absolument pas en compte ce qui sera effectivement mis en place par la nouvelle administration Trump, pardon. Par conséquent, c'est vraiment, enfin, je pense qu'il faut voir ça comme une trajectoire sur laquelle est aujourd'hui lancée l'économie mondiale, européenne, américaine, chinoise, etc. Derrière, il y a quand même un certain nombre de chocs qui sont en train de se matérialiser et qui ont le potentiel de déstabiliser la croissance mondiale. Alors, ce n'est pas notre scénario privilégié, donc voilà, j'ai fait des petits avertissements, mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, aucune institution n'a véritablement intégré les hausses de droits de douane, les mesures fiscales, les politiques anti-immigration et tout ce qui est en train de se dessiner côté américain. Ceci étant, encore une fois, on reste modérément optimiste sur la zone euro. On ne pense pas que l'activité soit en passe de faiblir de façon marquée en Europe. On s'attend toujours à une croissance modérée, molle. Vous placez le curseur où vous voulez, mais donc légèrement inférieure à 1%, autour de ce qui est aujourd'hui malheureusement le potentiel de cette économie européenne. Et aux États-Unis encore, il nous semble que l'économie américaine aborde 2025 sur des fondamentaux assez solides, sans déséquilibre majeur, ni du côté des ménages, ni du côté des entreprises, et qu'il y a un environnement de croissance relativement saine et solide qui se profile pour 2025, avec encore une fois la question des décisions, des mesures qui seront prises par l'administration américaine et qui pourraient éventuellement déstabiliser cette trajectoire. Plutôt positif aussi alors, pour le moment. Plutôt positif pour le moment. Pour Carmignac. Alors, la question, c'est de savoir si une bonne croissance, c'est positif pour les marchés. J'en suis pas du tout convaincu, puisque le vrai problème pour les marchés, c'est l'inflation. Et donc, un peu trop de croissance, c'est de l'inflation. Et la vraie question, je pense, sur le plan de la croissance, c'est que va faire la Chine? Est-ce qu'une fois qu'elle aura un petit peu connaissance de ce que lui réserve Trump, elle mettra en œuvre une politique un petit peu de façon à s'y adapter ou à contrer les initiatives américaines. Mais en tous les cas, je pense qu'on n'est pas forcément très très loin d'un moment où, pour la première fois depuis qu'on s'intéresse à la Chine, les autorités chinoises s'occupent de leurs consommateurs avec le marché immobilier notamment. Et si c'est le cas, on aura un feu d'artifice inflationniste puisqu'on aura une Chine qui deviendrait un peu un pays consommateur plutôt que purement producteur de déflation. Et dans cette hypothèse-là, il vaudrait mieux espérer qu'il n'y ait pas trop de croissance dans le reste du monde. Ça servirait énormément l'Europe, pour le coup, parce que là, aujourd'hui, on ne voit pas où sont les ressorts européens. Draghi a bien expliqué que pour survivre, il fallait investir, mais on ne voit pas trop les autorités européennes se mettre en ordre de marche dans cet objectif. Donc l'Europe pourrait être très très aidée d'une part par une Chine qui ferait marcher son consommateur, et d'autre part par une résolution de la guerre en Ukraine, qui elle aussi sera un facteur d'abord majeur pour l'Europe. Donc ce sont plutôt des hypothèses aujourd'hui qui sont encore un tout petit peu lointaines, mais je pense qu'on ne peut pas parler de la croissance aujourd'hui sans évoquer son corollaire majeur qui est l'inflation. Alors chez Altitude, on essaye de vraiment s'appuyer sur les modèles mathématiques et sur l'économétrie pour identifier le cycle, et notamment l'indicateur avancé de l'OCDE. C'est assez intéressant parce que d'ailleurs il est en train de se retourner un peu en direction du sud, du bas. Donc c'est un peu paradoxal que l'OCDE garde cette finalement prévision de croissance relativement stable par rapport à l'année dernière. Nous de notre côté, je rejoins mes confrères sur le fait que l'Europe va avoir une croissance plus faible avec, comme on l'a dit, un risque de récession en Allemagne, en France, en Italie.
En revanche, le point où on va être vraiment plus prudent, ça va être sur les États-Unis, où les modèles commencent à indiquer un rebond doux, mais un rebond quand même du taux de chômage. Et donc, on pourrait arriver sur la fin 2025 et le début 2025 avec un taux de chômage qui serait plus proche de 5% que des 4% où on est à l'heure actuelle. Et c'est vrai que le moteur essentiel de la croissance américaine, qui était le consommateur, pourrait légèrement ralentir. Et donc, de ce point de vue-là, on a une croissance anticipée beaucoup plus faible aux États-Unis et donc peut-être un scénario plus prudent que ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant, aux alentours de 1,3-1,5 sur la croissance américaine, ce qui est largement en dessous du consensus. Oui, pour le moment, c'est à peu près 2,1 hein, dans tous nos chiffres. On a ça, en tout cas, c'est l'OCDE, plus 2,1 C'est ça. pour l'année prochaine. Donc à voir si nos modèles sont trop pessimistes, mais en tout cas, peut-être qu'on doit commencer à regarder de ce côté-là et se dire, voilà, si on a des signes de fébrilité sur le marché de l'emploi américain, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, peut-être plus de prudence sur la croissance économique. Oui, mais alors dans ce cas, la deuxième question que je souhaitais vous poser, c'est comment vont réagir par rapport à ces chiffres les banques centrales? Est-ce qu'on peut attendre, comme d'habitude, c'est plus de pile, est-ce qu'on peut attendre de la Fed, de la BCE, la poursuite de la baisse des taux directeurs? Bon, bah, ça sera sans micro. Vous changerez la pile. Ah si, ouais, ça revient. Donc, est-ce qu'on peut attendre de la Fed ou de la BCE la poursuite de la baisse des taux directeurs? Alors, je commence. Alors, très clairement, sur la BCE, je vais être assez consensuel. Effectivement, la croissance européenne étant relativement faible, l'idée, c'est d'avoir des taux qui baissent aux alentours de 1,5%, 1,75% d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est vrai que dans notre scénario, sur la capacité de la Fed à baisser ses taux, effectivement, il y a une probabilité très forte qu'elle baisse ses taux beaucoup plus que ce qu'escompte le marché à l'heure actuelle. Le marché, suite notamment aux derniers chiffres d'inflation, et on en reparlera peut-être après, anticipe maintenant plus qu'une, voire 2 baisses de taux cette année. Nous, on est sur un scénario avec effectivement des baisses beaucoup plus fortes et donc un soutien à l'économie en raison justement de ce passage fébrile sur l'emploi et donc sur la consommation des ménages. Donc ça devrait amener les taux. Ça sera une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle pour l'ensemble du marché obligataire et qui n'est pas anticipé. Sur les taux 10 ans, probablement que ça sera moins visible que sur les taux courts, mais on aura quand même une baisse. Et l'idée, c'est d'arriver progressivement à cette phase de repentification de la courbe des taux. C'est-à-dire que là, on a eu pendant très longtemps une courbe des taux inversée. Les taux longs étaient plus bas que les taux courts. Ça va contre la préférence pour le présent. Et donc, l'idée, c'est de revenir avec quelque chose de beaucoup plus pentu. Et c'est vrai que historiquement, ça se fait souvent par un écrasement de la partie courte. Donc, les taux courts baissent et les taux longs en profiteront également avec un objectif sur le taux 10 ans, par exemple, à 3,5% sur la fin de l'année, qui est bien en dessous du niveau actuel. Alors, ces perspectives, ça dépend principalement de l'inflation et je crois justement que, Frédéric, sur l'inflation, tu es plus modéré, donc on n'aurait pas le même cheminement, autant de bonnes nouvelles de la Fed. Je ne suis pas du tout modéré sur l'inflation, je suis modéré sur la désinflation. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous nous dites en matière d'inflation américaine et de croissance, parce que c'est très anticonsensuel et j'aime trouver des anticonsensus forts, mais objectivement, j'ai beaucoup de mal à vous suivre là-dessus. Je pense que l'une des mesures qui sera la plus facilement mise en œuvre par Trump, ça sera la lutte contre l'immigration, et que donc ça va être impossible de voir les salaires baisser aux États-Unis, bien au contraire. Et donc, partant de là, avec des salaires qui montent, on retrouve justement les cercles vicieux qu'on pouvait avoir dans la décennie inflationniste des années 70 et qui avaient disparu pendant 40 ans. Donc, je pense qu'on est beaucoup plus dans le cadre, effectivement, peut-être d'une fin de baisse des taux aux États-Unis, peut-être encore une, mais que vraisemblablement, avant la fin de l'année, on parlera des hausses des taux. Alors qu'en Europe, au moins dans une perspective à 6 mois, je pense que les baisses qu'on attend, on les aura. Voilà, donc ça va créer un différentiel peut-être sur les taux de change, mais pas sûr, parce que je pense qu'en même temps que les Américains feront de l'inflation un petit peu tout seuls dans leur coin, on aura des fuites de capitaux qui viendront nourrir un petit peu la valorisation de l'euro, du yuan peut-être, du yen, et donc on pourra baisser les taux sans avoir trop à craindre une dépréciation du change contre le dollar.
Je vous rejoins un petit peu sur la préoccupation quant aux politiques anti-immigration hein, qui seront probablement mises en place, enfin qui sont déjà en train d'être mises en place par l'administration Trump et qui avaient commencé d'ailleurs sous Biden, hein, qui a pris un décret et qui fait que l'immigration illégale a aujourd'hui déjà nettement ralenti aux États-Unis. On ne peut pas comprendre que les États-Unis aient eu 3% de croissance l'année passée et créé plus de 200 000 emplois par mois sans que le taux de chômage ne baisse, sans cette immigration, hein, sans cet apport de main-d'œuvre lié à l'immigration. Alors le jour où ça s'arrête, forcément, soit la croissance ralentit, il y a moins besoin de créer d'emplois et les choses peuvent se passer sans déséquilibre majeur, sans tension majeure sur le marché du travail, soit la croissance continue et à ce moment-là, on risque d'avoir un problème sur le marché du travail, un déséquilibre assez important sur le marché du travail américain et des tensions inflationnistes qui contrarieraient le cycle de baisse initié par la Fed. Donc je pense que c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Pour notre part, on attend quand même un ralentissement de l'économie américaine et on continue à l'heure actuelle hein, de privilégier un scénario dans lequel ce ralentissement est suffisant pour que les créations d'emplois nécessaires à alimenter la croissance ne soient pas trop élevées et puissent s'effectuer même si l'immigration s'arrête sans trop de tension. Mais c'est effectivement quelque chose à quoi la Fed va devoir être attentive. Donc on est assez prudent pour l'instant, on est un petit peu en dessous du consensus. Je pense qu'on est plutôt on reste sur 2 baisses de taux du côté de la Fed cette année, mais clairement, pour cette raison et pour toutes les incertitudes également hein, qui entourent les décisions hein, de l'administration Trump, et elle l'a dit très clairement hein, ces derniers jours, elle va au moins dans un premier temps arrêter ces mouvements et attendre de voir ce qui se passe. Et je pense que c'est aussi une leçon pour tout le monde. J'ai l'impression que Réagir sur des faits plus que sur des annonces à tort et à travers du côté de l'administration Trump. Attendre les faits pour prendre les décisions qui s'imposent. Oui, c'est clair, il l'a rappelé, décidément, il ne marchera pas. Bon, il l'a rappelé, est-ce qu'il marche mieux celui-ci? Ben oui, il marche mieux. Il l'a rappelé encore hier, M. Powell ne fera pas de cadeau à l'administration Trump. Hein. Il a clairement dit dès le départ. Mais quand est-ce que son mandat arrive à terme? Puisque Trump à Davos a bien appelé la Fed à une baisse des taux immédiate, il a dit. C'était son discours en hologramme repris à Davos. Est-ce qu'on pourra envisager pour un scénario plus positif que celui que vous évoquez, un changement de président de la Federal Reserve et une politique qui soit décidée volontairement accommodante, voire une reprise du quantitative easing pour financer ces grands projets, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et autres. Ça sera un scénario possible pour essayer d'être plus positif, pour aller plus vite dans la baisse des taux? Je sais pas si la seule baisse des taux est un élément positif. Hein. Je pense que la remise en question de l'indépendance de la Fed aurait des conséquences à terme sur le niveau des taux longs, sur les primes de terme exigées par les investisseurs, etc. Donc je ne suis pas certain que ce soit une très bonne nouvelle si ça arrive. Ensuite, le mandat, alors vous allez me corriger parce que je pense que vous connaissez tous la date, c'est en 2026 hein, qu'arrive la fin du mandat de Powell. Ça lui laisse encore un petit peu de temps. Et il y a eu le discours aussi, enfin une interview récente du secrétaire au Trésor Bessent, hein, qui semble avoir un petit peu corrigé, expliqué à Trump que ce qui comptait finalement, c'était pas les taux courts, mais les taux longs. Hein. C'est les taux longs qui ont pris sur l'économie américaine largement plus, en général plus que les taux courts, et qu'il fallait regarder les taux longs et arrêter de se focaliser sur les taux courts et d'embêter, de polluer la Fed. Donc il fait feu de tout flamme hein, en ce début de mandat. Hein. Il attaque de tous les côtés, immigration, etc., tarifs. Entre autres. Pour l'instant, il est quand même resté assez calme sur la Fed et il a peut-être été convaincu que ce n'était pas la pire des choses de laisser la Fed faire son travail. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit sur la situation américaine. Je partage effectivement l'idée que le sujet de l'inflation, effectivement, pas derrière nous. Malheureusement, les marchés ont essayé plusieurs fois de se dire que le marché était derrière nous et que maintenant on essaie de mieux maîtriser l'atterrissage de l'économie américaine. Le sujet va rester sur la table, c'est sûr. Côté européen, on pourrait quand même avoir des bonnes nouvelles sur l'inflation. Le sujet de l'Ukraine est quand même clé
sur la trajectoire de croissance et la trajectoire d'inflation. Les estimations, c'est que si on arrive à quelque chose et à un accord assez rapide sur un arrêt du conflit, les contributions positives en termes d'efforts de reconstruction de l'Ukraine pour l'économie européenne, c'est de l'ordre de 0,2, voire dans un scénario très positif, 0,5% du PIB européen. Donc c'est quand même pas neutre sur la trajectoire de croissance 2025. Et puis c'est aussi pas neutre sur notre capacité à retrouver un approvisionnement en gaz. Ça peut faire partie aussi de la discussion de l'arrêt du conflit. Je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, on paye notre gaz en Europe quasiment 4 fois plus cher que ce que les Américains payent. Donc ça a des conséquences évidemment sur la compétitivité de nos industries, les coûts énergétiques pour beaucoup de nos industries, et évidemment sur aussi la trajectoire d'inflation. Donc côté européen, on pourrait, je pense, avoir quand même quelques bonnes nouvelles, notamment si on va au bout des choses sur... on devra redonner réponse, je pense, à la conférence de Munich de la sécurité la semaine prochaine. En tout cas, c'est la volonté de l'administration américaine de proposer quelque chose sur la situation en Ukraine. Donc, si je résume, baisse des taux courts directeurs en Europe, oui, aux États-Unis, en question. En fait, en question en fonction de l'inflation. Alors, le paramètre bénéfice, maintenant, pour valoriser nos marchés, j'évoquais en introduction, pour le moment, un consensus qui attend à peu près 7-8% de hausse des bénéfices en global, bien entendu, des grandes entreprises en Europe. Mais alors, aux États-Unis, le consensus, il est encore à plus 14%, je crois, pour 2025. Est-ce que ces chiffres sont tenables ? Puisqu'on sait que lorsqu'il y a des publications de résultats qui sont en dessous des attentes, on voit bien ce que ça donne sur les marchés financiers, et c'est normal, ils corrigent, si ça fait moins bien qu'attendu. Donc, perspective bénéficiaire pour les entreprises, est-ce que vous êtes plutôt positif, et est-ce que vous pensez qu'on a les paramètres suffisants pour faire encore du plus 14% sur le S&P 500 ? Alors c'est une bonne question. Le 8% côté européen, nous chez Mandarin, on est plutôt à l'aise avec, il y a quand même des sous-jacents forts. Le premier, c'est effectivement la parité euro-dollar, qui pour beaucoup d'entreprises, on sait que le marché européen, notamment les grandes capitalisations européennes, sont quand même très portées sur l'international. Elles ont en fait embarqué déjà en fait, une grande partie de ces 8% de croissance de BPA. Plus, je rajoute ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le potentiel ajout supplémentaire de croissance lié à cette situation ukrainienne, plus la potentielle baisse supplémentaire effectivement des prix énergétiques. Voilà, ça donne du confort en tout cas sur cette trajectoire de 8%, avec voilà, quelques éléments supplémentaires qui pourraient nourrir, on en reparlera, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que les marchés ont déjà quasiment comblé ces 8% de croissance des BPA. On a certainement un potentiel de re-rating encore et des croissances de BPA supplémentaires en surprise positive. Côté américain, les 14%, oui, il semble ambitieux. D'ailleurs, la saison de publication qui s'est ouverte côté américain n'est pas folichonne, hein, honnêtement. Les réactions des marchés sur les publications sont plutôt agressives, hein. On a plutôt en moyenne des déceptions et des chiffres et des titres qui souffrent un petit peu des publications, avec là pour le coup un effet de vis qui est à l'opposé assez négatif. Et je suis en réaction depuis longtemps, mais je suis toujours étonné du fait que les consensus côté américain ne modélisent pas très bien les effets de vis, donc on a pas mal de surprises négatives de ce point de vue-là. Et puis on est toujours dans une phase d'investissement très très fort. Alors si on revient sur l'écart entre les Mag 7 et les 493 autres membres du S&P, voilà, les magnifiques 7 sont en train d'accentuer encore leurs investissements. Ça a pesé dans leurs publications récentes au premier trimestre et ça pourrait peser effectivement sur cette trajectoire de 14% de croissance de BP attendue. Donc là encore, on est plutôt à l'aise sur la situation européenne et les attentes et on a un petit peu plus prudent sur le niveau des 14% de croissance de BP attendue côté américain. Pas grand-chose à ajouter, à part encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. On fonctionne, on vous présente un scénario, le scénario auquel on croit, et puis derrière, il y a toujours les scénarios de risque. Et aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, il nous semble que l'équilibre des risques, il est plutôt un peu désagréable, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même essentiellement des risques à la baisse sur ces prévisions de bénéfices. Ceci étant, on est plutôt à l'aise, encore une fois, avec le consensus AIBS à l'heure actuelle. Mais vigilance, hein, encore une fois, les choses peuvent évoluer assez vite et les risques nous semblent très clairement orientés à la baisse. Alors, sur les États-Unis, ce qu'on voit, c'est deux tendances opposées. L'une, c'est la réduction forte des taux de croissance des bénéfices des Magnificent Seven, enfin de l'IA en gros, qui divise par deux par rapport à l'année dernière, et c'est quasiment l'inverse pour tout le reste. Une multiplication par deux, donc tout ça se rejoint vers 12-14%. Avec des valorisations qui sont quoi, 26 fois le Nasdaq, 22, 23 S&P, donc élevées. La crainte que j'ai, c'est que si on a mon schéma d'inflation qui se matérialise, les taux qui monteront rendront ces valorisations intenables. Bon.
Et donc, plus que la capacité des entreprises à faire ou pas faire les résultats attendus, c'est le niveau d'inflation qui déterminera si le marché action américain doit monter ou baisser. En Europe, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça a été un marché complètement délaissé par les étrangers. On a des valorisations relatives par rapport au marché américain qui sont sur des plus bas historiques, en tout cas qui y étaient il n'y a pas très longtemps. On retrouve un petit peu d'engouement pour le marché européen compte tenu de ces sous-valorisations. On a aussi une dynamique de taux d'intérêt, comme on a vu, qui sera plus favorable en Europe qu'aux États-Unis. Donc de quoi nourrir encore davantage l'appétit pour les actions européennes. Mais il n'y a pas que les États-Unis et l'Europe, il y a aussi la Chine. Là, on verra si la Chine travaille pour son consommateur. Et là, les effets pourront être considérables. Et il y a un pays que j'adore depuis plus de 2 ans maintenant, qui est le Japon, qui lui aussi connaît une profitabilité de ses entreprises tout à fait extraordinaire et qui est tout à fait capable d'évoluer très positivement dans un environnement inflationniste. Le Japon a besoin d'inflation, ils le découvrent encore, ils ne sont même pas encore convaincus. Or, c'est bien ça qui les fait monter maintenant depuis 2 ans. Donc, ça veut dire peut-être moins se focaliser sur les États-Unis positivement, plus positivement sur le reste du monde, et donc envisager ce que ça voudra dire pour le dollar. Voilà, c'est un peu mon schéma structurel. Alors de notre côté, effectivement, on a des prévisions bénéficiaires qui sont un petit peu en deçà des chiffres qui ont été annoncés de par le ralentissement économique un peu plus prononcé. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de regarder qu'est-ce qui est déjà dans les cours. Et en fait, on sait que les marchés anticipent d'environ 12-24 mois la croissance des bénéfices. Et c'est vrai qu'au niveau actuel des indices, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, si on veut pouvoir faire que les deux se coordonnent, il faudrait que les bénéfices aux États-Unis progressent de 40% pour justifier le niveau actuel du S&P 500. Et en Europe, il faudrait que les bénéfices progressent de 20%. C'est-à-dire que ces 40% et ces 20%, ils sont déjà intégrés dans les cours. Donc soit ça arrive dans les 24 prochains mois, et dans ce cas-là, les niveaux de valorisation finalement qui nous paraissent fous sont corrects. Soit, ce qui est le plus probable, c'est qu'on est quand même allé un petit peu plus vite que la musique. Et il y a une partie des bonnes nouvelles qui sont déjà intégrées sur cette croissance 2025. D'où l'idée de se dire que l'année qu'on est en train de vivre va vraisemblablement être assez différente de 2024 et de 2023, avec des progressions assez fortes sur les marchés financiers. Donc l'idée, c'est de continuer à profiter de cette hausse, mais d'ores et déjà de penser à des parachutes pour le moment où on va avoir un trou d'air qui est hautement probable sur 2025. Et il y a plein de manières de le faire. Ça peut être de se focaliser sur les pays qui sont moins chèrement valorisés. On a parlé de l'Europe. Ça peut être aussi sur la Chine, qui pour le coup a vraiment mis en place un plan de relance relativement solide pour permettre à la consommation des ménages de redémarrer un peu. Et puis après, ça peut être aussi surtout d'un point de vue sectoriel. On le voit depuis le début de l'année, les performances sont vraiment très bonnes, mais la ventilation par secteur est très différente. Et ça peut être une bonne piste de conserver la poche action pour continuer à progresser en lien avec le marché, mais de commencer à être plus défensif et d'arbitrer sur ces secteurs-là. Merci. Alors, on m'indique qu'il va falloir qu'on conclue. Peut-être plus qu'une conclusion, parce que je pense que vous êtes allé assez loin dans les analyses et les allocations. Juste en un mot, votre pari cette année, c'est-à-dire le truc qui n'était pas dans les allocations, que vous ne racontiez pas aux clients et qui serait le nouvel investissement à jouer, qui peut être les micro-caps françaises, qui peut être, je ne sais pas, à vous vraiment le pari, qui peut être le Japon peut-être, c'est revenir sur ce marché qu'on a oublié dans nos allocations traditionnelles. Donc simplement le pari sans donner le pourcentage, mais la chose dont vous n'aviez pas parlé à vos clients et que vous avez envie de leur proposer sous une quelconque forme après, mais quel est le pays ou le secteur qui vous fait envie en tant que pari? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Non, bon, on en a déjà un peu parlé, nous, chez Mandarin, depuis la deuxième partie de l'année, mais on est toujours très à l'aise sur le crédit. Donc, on a lancé plusieurs fonds, notamment des fonds échéants sur le crédit de manière internationale, le high yield, dont on considère toujours qu'il y a des choses très intéressantes avec des rendements actuels qui sont toujours très, très agréables, avec en plus une partie du high yield qui a, j'allais dire, un peu perdu de son risque naturel, hein, puisque le développement du private crédit, en fait, a déplacé une partie des risques inhérents traditionnels à cette classe d'actifs. Donc voilà, on a lancé un produit qui offre toujours 6% de rendement actuariel d'ici 2030 et on est extrêmement à l'aise avec cette classe d'actifs. C'est clair.
Deux classes d'actifs peut-être qui ont été. Non, mais l'alternative, il nous semble, l'alternative refait du sens hein, dans un environnement où il y a un peu plus de vols, nous semble-t-il, ou en tout cas il faut s'attendre à un peu plus de vols, et juste des thématiques qui ont été délaissées, et notamment avec cette idée de l'arrivée de Trump au pouvoir. Il nous semble qu'il y a des thématiques de long terme qui ont encore du sens, qui ont un peu souffert l'an dernier, autour de la transition écologique en particulier. Et qui ont quand même du sens. Hein. Ce n'est pas parce qu'on nie un problème que ce problème disparaît. Et il nous semble que voilà, il y a des stratégies qui ont été un petit peu délaissées autour de ces questions-là l'an dernier et qui ont encore du sens. Moi, je dirais les marchés ininvestissables, comme la Chine, sont probablement une bonne idée. Alors, ce n'est pas le cœur de notre allocation chez Carmignac, mais ça l'est sur des fonds un petit peu contrariants. Voilà. Et donc probablement le Japon, c'est-à-dire en gros on rejoue d'une certaine façon l'ancienne économie industrielle, sachant qu'en Chine on joue aussi la technologie. On a longtemps cru que l'IA était une question purement américaine, on s'aperçoit que c'est peut-être moins le cas que ce qu'on pensait, et que donc il y aura un rattrapage de valorisation de toute cette thématique techno en Chine qui risque d'être percutante. Alors de notre côté, s'il faut en choisir qu'une, c'est vrai que l'exercice est difficile. Je vais me focaliser sur le marché obligataire en revenant sur cette histoire de préférence pour le présent. En tant qu'investisseur, on préfère toujours avoir notre argent tout de suite plutôt que plus tard. Et donc la logique qu'il y a derrière ça, c'est que c'est pour cette raison-là que les taux longs sont plus élevés que les taux courts. Ça a été l'inverse ces dernières années. Et toutes les stratégies qui permettent de profiter de cette repentification de la courbe des taux, donc ça paraît un peu barbare, mais c'est assez simple à mettre en place au final, sont des stratégies qui, à mon sens, devraient vraiment être payantes cette année. Et s'il fallait en choisir qu'une, probablement que ça serait celle-là. Merci. Messieurs, merci. Merci de votre attention.